Florence Morisseau est kiné, conférencière et aussi formatrice pour la Clinique du Coureur, une institution incontournable en prévention des blessures chez le coureur à pied. C'est la référence pour les professionnels de santé et de l'entraînement, formés et souvent transformés par milliers par Blaise Dubois et toute son équipe. Bon, alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Florence. Pour la deuxième fois, Florence va intervenir sur le podcast pour la Clinique du Coureur. Et avec Florence, on avait déjà enregistré un premier épisode que je vous invite à aller écouter qui s'appelle Bien démarrer la course à pied. Mais avant tout, qu'on commence notre sujet sur les lombalgies et la course à pied, comment vas-tu, Florence ? Mais plutôt très bien. Là, pour moi, c'est bientôt une petite pause de fin d'année. Donc, tu vois, là, ça y est, j'ai plus de cours de programmer. J'ai plus de patients non plus parce que j'ai fini mes dernières consultations au cabinet hier et après, je suis remplacée pour les 15 jours de Noël. Donc, j'ai plein de petites choses à faire, mais que je peux faire à mon rythme. Donc plutôt la tête légère. Eh ben, c'est vrai que c'est important, on parle souvent de cette coupure de fin d'année dans la course à pied, on relâche un petit peu aussi, mais c'est aussi important de le faire professionnellement. T'as pas trop de mal à le faire ça? Parce que moi j'ai du mal à faire des coupures comme ça. En fait, moi, t'as dû deviner, je suis un peu une angoissée du vide. Donc, j'ai besoin d'occuper beaucoup mon temps. J'ai besoin de travailler dans l'urgence. J'ai besoin d'avoir plein de sollicitations et de stimulations intellectuelles en même temps et même physique parce que en même temps j'ai toujours un planning assez serré dans lequel rentrent les entraînements et tout ça. Et donc pour moi c'est vrai que c'est un vrai challenge que de me dire qu'est-ce que j'ai à faire demain. Alors j'ai plein de choses à faire. L'idée c'est que surtout que le fait d'avoir le temps, bah, je me rends compte que je le prends et que je suis peut-être moins efficace. Alors, faut juste que j'accepte le fait d'être moins efficace et finalement de prendre les choses bah, comme j'ai un peu envie de les faire, vu que c'est une période où je peux me l'autoriser et que j'arrive à me réjouir de ça et non pas à me dire oh là là, t'as encore rien foutu aujourd'hui ou oh t'aurais pu faire ça, 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 ça. Donc c'est des choses que j'apprends en vieillissant. On va dire que c'est le privilège de l'âge. Ah, c'est vrai que c'est toujours aussi bénéfique pour la suite quand on arrive à faire cette coupure. J'en parlais avec François et Alexandre de Nolio, Mais, qui ont développé du coup l'application Nolio. Et en tant qu'entrepreneur et sportif, c'est pas toujours simple hein, de réaliser cette coupure. Mais pourtant, quand tu arrives à le faire, c'est toujours bénéfique et tu te rends compte que tu as des nouvelles idées qui arrivent, des nouvelles choses qui t'arrivent en tête et c'est toujours ultra bénéfique. sûrement, sûrement. Et puis bon, c'est aussi bénéfique pour les gens qui nous entourent parce que c'est vrai que enfin, moi, à titre perso, hein, familialement, si j'avais pas un socle solide, je pourrais pas faire l'électron libre comme ça dans toutes les directions. Donc de temps en temps, remercier le socle, c'est pas mal quand même. Ouais, alors ça, j'ai une prof d'SVT qui m'a dit une phrase un jour qui m'a marqué, tu vois, pour que je m'en souvienne presque 20 ans après. Elle m'a dit: «On ne bâtit pas sur du sable». Mm, mm, Et mm, donc le socle, effectivement, familial est extrêmement important. c'est sûr. Alors, tu vois, ça fait déjà plus de 3 minutes qu'on parle, on n'a pas encore parlé de notre sujet, mais c'est très bien. C'est l'esprit de ce podcast où on peut partir sur ce qu'on veut. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler de lombalgie et de course à pied. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là parce que les problèmes de dos on dit que c'est la maladie de notre siècle. Mhm. Et finalement, est-ce que la course à pied est bonne pour cette pathologie? Euh, on va déjà dresser un état des lieux et je veux te poser une question. Mhm. Peut-être que c'est important de définir ce qu'est la lombalgie. Mhm. Alors c'est vrai que c'est important de le définir parce que on va tout de suite aller dans un sujet certainement un petit peu plus sérieux, mais quand on parle de lombalgie commune, qui est finalement le fait d'avoir mal au bas du dos, et que d'un point de vue science, on essaye d'avoir une idée de quels sont les meilleurs des traitements dans la prise en charge des lombalgies communes, ben dans la mesure où dans lombalgie commune, on regroupe plein de conditions qui se ressemblent pas, eh ben, on essaye de faire parler ou on essaye de valider le traitement pour des conditions ou un des meilleurs traitements pour des conditions qui se ressemblent pas. Autant dire qu'on n'est pas prêt de trouver le meilleur des traitements.
Je te donne un exemple à ça. Souvent, c'est quelque chose que je développe dans les cours que je donne pour l'Institut Mackenzie, mais quelque part, je crois que ça peut parler à tout un chacun. Si on veut faire l'objectivation de l'efficacité d'un médicament, et par exemple, si on prend la trinitrine, qui est un médicament pour les gens qui font un infarctus, et qu'on le donne à toutes, et qu'on on prend par exemple tous des gens qui ont mal à la poitrine. Alors, on peut avoir mal à la poitrine parce qu'on fait un infarctus, mais on peut avoir mal à la poitrine aussi parce qu'on a un reflux gastro-œsophagien, ou on peut avoir mal à la poitrine parce qu'on fait de l'asthme. Et si on se dit, sans sous-grouper les gens, mais en prenant le simple fait de sélectionner des gens qui ont mal à la poitrine et qu'on leur donne à tous le même médicament. Alors, par exemple, ou si on leur donne à un groupe, on donne de la trinitrine, à l'autre groupe, on donne de l'eau, et à un troisième groupe, on donne du Gaviscon, par exemple, bah, on n'aura aucune espèce d'idée de l'efficacité de ces traitements parce que les gens sont pas sous-groupés. Par contre, si on arrive à reconnaître ceux qui ont les signes et symptômes d'un infarctus et qu'à un tiers d'entre eux, on leur donne de la trinitrine, à un tiers d'entre eux, on donne du Gaviscon, à un tiers d'entre eux, on donne de l'eau, ben, on pourra démontrer la grande efficacité de la trinitrine pour les gens qui ont fait un infarctus parce que les autres, ils seront morts. Donc, tu vois que le fait de sous-grouper les gens, c'est extrêmement important pour déterminer qu'est-ce qui potentiellement est bon pour eux ou pas. Et dans la lombalgie, c'est exactement la même chose. Et nous, en tant que thérapeutes, on est souvent confrontés au fait que on nous dit oui, mais il n'y a pas de traitement miracle pour la lombalgie. C'est vrai si on sous-groupe pas. Mais si on arrive à reconnaître des gens qui ont potentiellement des pathologies graves, un groupe de gens qui ont potentiellement une radiculopathie, c'est-à-dire une sciatique ou une cruralgie, des gens qui ont une instabilité lombaire, des gens qui auraient une maladie rhumatismale. Si on arrive à les sous-grouper, à ce moment-là, on peut commencer à avoir des idées quant à ce qui pourrait être le meilleur des traitements pour eux. Et dans ces sous-groupes-là, eh ben, il y a des gens pour qui l'activité physique et la course à pied pourront être un vecteur de mieux-être et de meilleure santé extrêmement déterminant. Donc c'est pour ça que sous le terme de lombalgie, il y a plein de choses, et ce qui est extrêmement important en première intention, c'est de savoir sous-grouper des gens en petits groupes qui se ressemblent finalement. Ouais, c'est vrai qu'on entend souvent, des gens se plaindre de dire: «J'ai mal au dos», mais dans ces gens qui se plaignent d'avoir mal au dos, il y a plusieurs raisons de cette douleur. Exactement. Il peut y Mmh. avoir plusieurs raisons, et puis il peut y avoir des gens qui répondent extrêmement bien mécaniquement, donc ils vont bien répondre à tout ce qui est thérapie en lien avec une contrainte mécanique, donc que ce soit de la manipulation, que ce soit des exercices, que ce soit de la mobilisation. Et puis il y a des gens qui sont pas mécaniques, et ceux-là, faut surtout pas les adresser comme ça. Donc c'est ça qui est important, peut-être à faire passer aussi, c'est quand vous avez mal au dos, que vous soyez coureur ou pas, ce qui est important, c'est d'essayer de se référer à des professionnels qui soient capables de vous dire dans quel sous-groupe vous êtes. Est-ce que vous êtes dans le sous-groupe qui va aller mieux avec de la mécanique? Est-ce que vous êtes dans le sous-groupe qui va aller mieux avec des médicaments ou de la chimie? Est-ce que vous êtes dans un sous-groupe qui va aller mieux avec euh, une prise en charge de type thérapie cognitive et comportementale, etc. Et ça, nous, en tant que professionnels de santé, euh, et notamment les gens formés avec à la méthode Mackenzie, par exemple, on est des experts de cette capacité à classifier les gens. Et c'est important de pouvoir le faire assez vite, parce que si on adresse avec un mauvais traitement, bah, plus ça va aller, plus l'image de la lombalgie va se brouiller, et plus ça va être difficile de ressortir des grands traits caractéristiques de ces personnes-là et de les sous-grouper de façon efficace. Et alors justement donc, c'est cette population-là, ça représente, beaucoup de chiffres parce que je le disais tout à l'heure, Mhm. on dit que le mal de dos, c'est un des problèmes de notre siècle. Mhm. Mais, est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de personnes qui sont touchées par les Oui, lombalgies? oui. Alors en fait, ce qui est intéressant, c'est que la prévalence annuelle, hein, le fait d'avoir mal au dos, elle est à peu près de 56%. Donc c'est juste normal d'avoir mal au dos une fois par an, hein. Après, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que les experts sont unanimes pour dire qu'il n'y a pas plus, en valeur absolue, de gens qui ont mal au dos aujourd'hui par rapport aux gens qui avaient mal au dos il y a 30, 40 ans. Alors que c'est
plutôt ce qu'on aurait tendance à véhiculer, hein, qu'aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de gens qui avaient mal au dos, etc. Et en fait, ce qui semble se détacher de tout ça, c'est que c'est pas le nombre de gens qui, en valeur absolue, qui est plus important. Par contre, c'est le nombre de gens qui se retrouvent en situation d'infirmité en lien avec leur mal au dos. Et c'est ça qui est exponentiel aujourd'hui. Alors, ça va aussi avec le contexte, j'allais dire, un peu social dans lequel on vit. Ça va avec les potentielles recherches de compensation pour toutes les personnes qui sont pas trop bien dans leur job. Ça va avec plein de considérations qui sont pas l'objet de notre conversation aujourd'hui, mais qui sont sûrement à ne pas négliger. Et ça va aussi avec la sédentarité. Ça, on en avait parlé dans notre précédent interview. Mais aujourd'hui, c'est vraiment le déconditionnement et les incapacités en lien avec les lombalgies qui sont exponentielles, qui sont d'autant plus fréquentes que le fait d'avoir mal au dos en tant que tel. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que si j'ai mal au dos, à un moment donné, c'est sûr que ce sera le plus gros facteur de risque quant au fait d'avoir à nouveau mal au dos. Et en fait, il y a Peter Croft qui décrivait qu'il y a 4 voies d'évolution dans le fait d'avoir mal au dos. Si j'ai mal au dos une fois, il y a 30% des gens qui vont complètement récupérer et puis qui en entendront quasiment peu ou pas parler après. Après, il y en a 36% qui vont rester avec des symptômes persistants. Ça veut dire qu'ils vont garder comme quelque chose un peu en sourdine en permanence dans leur quotidien. Et puis, il y a 13% qui vont avoir un peu des symptômes fluctuants, avec des journées on, des journées off, mais globalement, ils vont réussir à manager leur vie comme ça. Et il y a 21%, et ça c'est quand même un chiffre extrêmement important, qui vont devenir des chroniques sévères. Ça veut dire que c'est des personnes qui vont socialement, psychologiquement, dans leur travail, être vraiment affectées par cette problématique et les douleurs. Donc, tu vois, c'est vraiment important de bien prendre en charge aussi le premier épisode parce que ça peut conditionner un paquet d'événements de ta vie à venir. Mmh. Et c'est primordial, je pense, de rappeler qu'il faut pas attendre, en fait, de se dire: «Ça va passer, ça va passer». C'est un peu une tendance qu'on a parce on est tous pris par le temps, et on prend pas forcément le temps de prendre soin de soi. Mmh. Et il y a ce discours, de souvent se dire: «Ça va passer», Ouais. Mais tu as raison parce qu'en plus, l'évolution naturelle du mal au dos, elle est extrêmement favorable. Là, je te décrivais les 4 voies d'évolution, mais dans les 30% qui récupèrent complètement, c'est des gens, dans la grande majorité, en 6 semaines, ça passe. T'as quelque chose qui ton premier épisode ou ton épisode aigu, il passe. Donc, t'es impacté pendant 6 semaines et puis derrière, vu que tu récupères pas trop mal, bah, voilà, ça va faire partie d'un épisode et puis tu penses pas à investiguer ou à investir un petit peu dans cette problématique-là. Alors que, et là, ça c'est aussi quelque chose que j'aime bien véhiculer parce que si un professionnel de santé, si par exemple tu as mal au dos et que tu vas voir un professionnel de santé et que tu vas mieux au bout de 6 semaines, ça veut dire que lui, il n'a pas fait mieux que la nature. Donc moi, j'aime bien que le professionnel de santé se mette un petit peu des challenges et qu'à un moment donné, s'il y a quelqu'un qui lui remet son dos et que cette personne a confiance en lui, eh ben, il faut essayer de faire un peu mieux que la nature. Il faut essayer de raccourcir ce délai-là de 6 semaines quand même. Euh, mais du coup, c'est vrai que si on peut consulter assez rapidement, ça permet, de faire en sorte que ce délai de 6 semaines soit quand même plus court, et puis surtout d'agir pour l'avenir. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est vraiment intéressant parce qu'on se rend compte quand on compare les différentes méthodes de traitement ou techniques de traitement des lombalgies, il n'y en a pas vraiment une qui ressort plus que l'autre une fois qu'on a sous-groupé les patients. Quand on a quelqu'un qui présente une lombalgie dite mécanique, donc qui est influencée par le mouvement, dans la gestion de l'épisode aigu, qu'il soit manipulé, qu'il fasse des exercices, qu'il soit mobilisé, qu'on lui fasse des exercices un petit peu plus généraux ou dans le sens de sa préférence directionnelle. Il n'y a pas beaucoup de différence sur l'effet à court terme de toutes ces méthodes-là. Par contre, ce qui va être déterminant, c'est d'investir sur l'avenir parce qu'on sait qu'il va récidiver. Donc, la méthode qui permet d'intégrer le patient et d'investir le patient dans sa thérapeutique et de lui donner des outils, des armes
pour mieux prévenir les récidives et pourquoi pas utiliser les outils qu'on lui a donnés dès à la première alerte d'une potentielle récidive, bah, là, ça va être déterminant parce qu'on va jouer sur le devenir de cette personne-là. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et tu sais, souvent, je commence la partie B d'un cours Mackenzie en montrant une image d'un pêcheur qui a pêché un énorme poisson à côté de lui. Et en fait, bah, l'idée, c'est de se dire, bah, pour faire que les gens n'aient pas faim, tu peux leur donner du poisson ou tu peux leur apprendre à pêcher. Bah, dans le cadre de la lombalgie, c'est un peu ça. Tu peux faire des exercices ou faire de la thérapie manuelle sur une personne, mais tu peux aussi l'éduquer à faire des exercices. Et bah, si on veut parler de prévention, il y a de grandes chances que l'investissement du patient et la prescription d'exercice va quand même être vraiment déterminante. Et ça, c'est quelque chose qui m'avait, surpris parce que je vais régulièrement, consulter, mon kiné préféré, que Mhm. je salue s'il nous écoute. Hem et c'est quelque chose qu'il m'avait dit, il m'avait dit que lui, son objectif, c'était vraiment de rendre ses patients le plus autonomes possible dans leur prise en charge parce que ça l'intéressait pas, en fait, de voir quelqu'un toutes les semaines et puis, toute sa vie. Enfin, lui, son objectif, c'est que les gens soient capables de ne pas venir et de prévenir, en fait, Exactement. avant la douleur. Exactement. C'est une belle philosophie et je pense que c'est quelque chose qui fait vraiment sens bah, dans le prisme du patient. Parce que franchement, il a sûrement autre chose à faire que de venir voir le kiné une fois par semaine ad vitam aeternam. Et puis, on est quand même dans des réalités économiques aujourd'hui. Hein, et c'est quand même primordial de faire en sorte que le patient puisse être autonome et que ça se transforme en un vrai investissement pardon, euh, dans ses frais de santé et dans son coût pour la société. Donc, alors, moi, je suis tout à fait dans cette optique-là. Hein. J'ai pas à cœur de fidéliser les gens et de devenir rentière. Au contraire, j'ai vraiment à cœur de faire de l'évaluation, de faire du diagnostic, de trouver ou tenter, parce que ça fait un peu prétentieux quand même, si je dis de trouver, de tenter de trouver la vérité des patients, c'est-à-dire qu'est-ce qui est bon pour eux. Et puis après, je serai jamais assez souvent avec eux pour que l'utilisation de leurs médicaments qui seraient vraisemblablement de l'exercice soit donnée à une posologie suffisamment pertinente. Donc, en fait, souvent, ces gens-là, ils n'ont pas besoin de 2 séances de kiné par semaine. Ils ont besoin peut-être de 2 séances d'exercice par jour ou peut-être même 3 ou 4 au tout début de leur pathologie, puis après, juste de se remémorer de temps en temps l'exercice. Donc, moi, je trouve que d'investir le patient dans sa thérapeutique, c'est vraiment une prise de position et puis une évidence dans la médecine et la kiné moderne qui fait sens et puis qui donne plus de, moi, je trouve que ça donne encore plus de noblesse à notre métier, finalement. Mais il faut aussi que, le discours soit entendu par les patients et du coup, C'est si sûr. vous êtes patient, sachez que, c'est aussi à vous de faire ce travail-là, de pas tout attendre du professionnel de Mm. santé, vous allez Absolument. aussi avoir du boulot. Absolument. Non, non, c'est sûr que ça demande. Alors souvent, c'est des séances où finalement, nous, en tant que kiné, c'est pas fatigant manuellement, tu vois, dans le sens où on va pas beaucoup œuvrer en thérapie manuelle ou en massage ou en trucs comme ça, mais c'est des séances qui, pour nous, en tant que thérapeutes, sont épuisantes d'un point de vue Psychologie. psychologique et puis dans l'investissement qu'on va mettre à motiver la personne et à surtout ne pas rentrer dans une situation où on dit ça c'est ce qui est bon pour vous et moi j'ai la vérité et je connais ta vérité donc ça voilà écoute-moi c'est ça qui est bon pour toi parce que on sait bien que les gens vont pas faire si on arrive comme ça avec nos gros sabots donc c'est tout un travail où finalement faut aller chercher la personne dans sa sensibilité, dans des choses qui pourraient faire sens pour elle, dans l'amélioration de son quotidien et l'amener à changer pour elle-même. Et ça, c'est tout l'intérêt pour nous en tant que formateurs hein, ou en tant que professionnel de santé de se former à des techniques de communication, de se former à des techniques d'entretien motivationnel pour amener le patient à avoir cette démarche de changement, mais de changement ou d'engagement pour lui-même et non pas parce que quelqu'un avec un peu d'aura lui a dit que c'était ça qu'il fallait faire.
Et Donc alors ça, justement dans cette communication-là, j'imagine que tu dois être souvent, confronté à combattre, certains mythes, mmh autour de la lombalgie. mh. Alors, quels sont ceux qui reviennent le plus souvent? Et Ouais, énorme. et si tu peux nous dire si c'est vrai, faux, C'est ça. En fait, moi, je suis souvent amenée à combattre autant de mythes sur la course à pied que sur la lombalgie, tu vois? Donc là, j'ai pris d'une pierre deux coups. On a décidé de parler lombalgie, course à pied. Allez, on va tous les casser. Bah, ouais, en fait, c'est des mythes de l'inconscient collectif qui, pendant longtemps, nous ont fait dire que, pour avoir, pas mal au dos, enfin, pour éviter d'avoir mal au dos, fallait avoir des super abdos, par exemple. Alors qu'aujourd'hui, on sait que chez les lombalgies chroniques, le ratio abdos-spinaux s'inverse au détriment des spinaux. Et les premières séances de renforcement musculaire qu'on fait faire à des lombalgiques, finalement, c'est du travail du plan postérieur, c'est du travail des spinaux. Hein. Euh, Pareil, on s'est laissé convaincre à certains moments que bah, si tu avais mal au dos, alors t'imagines en tant que coureur, quand tu te fais dire ça, que si tu as mal au dos, bah, ton seul salut, c'est d'aller nager. Alors déjà, le coureur, souvent, il est pas bon nageur, il nage debout dans la piscine, donc il est pas prêt d'avoir des sensations. Et souvent, bon, en plus, il aime pas l'eau. Et il faut qu'il nage sur le dos, donc il est pas prêt de se faire des copains. Donc, c'est vrai, ça, on me l'a dit ça, non, je mais je tu l'ai vois, le vécu truc, ça. Ouais. tu te retrouves à faire un truc qui est tellement à des années-lumière de ce qui t'anime et que de ce qui te fait plaisir que c'est mort, quoi. Et en plus, bah, aujourd'hui, on sait aussi que les nageurs ont pas moins mal au dos que les non-nageurs. Et il y avait même une étude épidémiologique au JO de Londres qui était rigolote parce que le sport et les équipes dans lesquelles on trouvait le plus de lombalgie au moment des JO de Londres en 2012, c'était chez les nageurs. Donc tu vois comment finalement on peut Ah faire oui, des à ce mythes. point-là. Ouais, ouais, c'était. Alors après voilà, il faut pas non plus comment dirais-je, surinvestir des chiffres, mais ça restait une étude épidémiologique à un instant T. Mais voilà, c'est pas non plus l'activité qui permet tout et ça fait sens parce que finalement nous notre corps il est fait pour vivre soumis à la pesanteur et notre corps il résiste extrêmement bien à la charge et notamment à la charge verticale. Donc, nager, c'est mettre le corps dans quelque chose qui est pas ce à quoi il est confronté au quotidien, donc peut-être pas non plus la panacée. Non. Et puis, bah, c'est vrai que en termes de croyances, bah, c'est quand même énormément véhiculé que, surtout si tu as mal au dos, faut pas courir, et surtout, même que ce serait peut-être à cause de la course que tu as mal au dos, quoi. Parce que Mmh. la course, ça tasse, parce que la course, ça abîme les disques intervertébraux. Et là, aujourd'hui, on a vraiment de la science lourde bah voilà, qui nous dit que les gens qui courent régulièrement ne sont pas plus à risque d'un point de vue lombalgie et anomalie vertébrale ou anomalie du disque intervertébral. Et c'est même le contraire. Toi, il y avait une étude de Bellamy en 2017 qui était assez rigolote parce que ils avaient regroupé trois types de coureurs, enfin de personnes. Et en fait, ils s'étaient amusés à regarder combien de kilomètres ils couraient par semaine. Donc, il y avait un groupe de 24 participants qui faisait à peu près, qui faisait pas de course du tout, lui par contre. Ensuite, il y avait un groupe de 30 participants qui faisaient entre 20 et 40 kilomètres. Et il y avait un groupe de 25 participants qui faisaient plus de 50 kilomètres dans leur étude. Et puis, ils se sont amusés à étudier la qualité des disques intervertébraux. Et quand on cherche à connaître la qualité des disques intervertébraux, on regarde notamment le volume du nucléus, donc c'est comme une petite lentille biconvexe là qu'il y a au milieu du disque, et puis on regarde la qualité des différentes des fibres du disque intervertébral. Et en fait, ce dont ils sont aperçus, alors que faut quand même remettre ça dans un contexte, c'est une étude transversale, c'est-à-dire qu'on fait une image à un instant T. Et ce dont ils se sont aperçus, c'est que finalement, bah, ceux qui avaient les disques en meilleure santé, dans le sens avec un nucléus le plus chargé en eau et un disque les disques les plus épais, c'était ceux qui couraient le plus. Donc, Mmh. au contraire, le disque semble extrêmement capable de résister à la pression et il aime ça. Il y a même des gens qui nous expliquent comme ça de façon un petit peu imagée que dans les labos, quand ils testent des colonnes vertébrales et quand ils testent des disques intervertébraux, si tu fais de la pression verticale sur ces disques intervertébraux, tu peux pas les casser. C'est les plateaux vertébraux qui vont casser avant les disques. Ce qui peut, euh, ce qui peut être nuisible pour le disque, c'est la flexion et la rotation.
Mais en compression verticale, on ne peut pas casser un disque. Et au contraire, il semble même extrêmement aimer ça, et qu'en fonction de ce qu'on lui et de ce à quoi on l'expose, il semblerait même être capable de créer des adaptations et de montrer qu'effectivement, ça entretient sa bonne santé. Et alors, comment est-ce que on explique ça? Parce que ça paraît contre-intuitif. Alors en fait, faut savoir que dans le corps humain, quand il faut que le corps résiste à la traction, on a des molécules qui sont extrêmement efficaces pour résister à la traction, qui s'appellent le collagène. Et les tendons sont faits de cette structure-là, collagénique. C'est comme un câble d'acier extrêmement résistant. Et quand le corps doit résister à la compression, bah, il n'y a rien de plus incompressible que l'eau. Donc, il met des molécules, notamment dans le disque intervertébral, qui s'appellent des glycoaminoglycans, qui sont des molécules hydrophiles et qui viennent capter les molécules d'eau. Donc, plus le disque doit résister à la compression, plus le nucléus se charge en glycoaminoglycans, et plus le disque est volumineux parce qu'il est bien rempli d'eau. Et plus il est résistant à la pression aussi. Donc, tu vois, c'est un peu un cercle vertueux qui fait que si tu exposes, tu t'adaptes, et si tu adaptes, tu supportes d'autant plus, et tu peux t'exposer d'autant plus, et t'entretiens ta bonne santé intervertébrale de cette façon-là. En fait, ça, c'est le cycle de l'entraînement, c'est l'adaptation suite à un stress qui est provoqué par un effort ou c'est ça, en C'est fait, c'est exactement ça. voilà. Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment le principe de l'entraînement, hein, et de l'exposition graduelle. Alors à la base, on est fait pour ça. Il semblerait qu'on ait perdu certaines capacités à supporter certaines contraintes, essentiellement en lien avec la sédentarité, hein, qui est quand même la plus que le mal au dos, la pathologie du siècle. Mmh. Euh, et ayant perdu cette capacité-là, bah, c'est aussi pour ça que quand on redémarre, il faut redémarrer extrêmement graduellement. Mais très clairement, le fait comment dirais-je, d'exposer le disque à des petites contraintes régulières montre que, enfin, on a aujourd'hui la preuve que le disque est en capacité de s'adapter et de redevenir de plus en plus apte à subir ces contraintes-là. Il y avait une étude de l'UAN aussi que j'avais trouvée rigolote. Alors, c'est une étude sur des rats, et ils s'étaient amusés sur des rats à reproduire des lésions intradiscales. Donc, ils faisaient une piqûre dans le disque, et puis ils injectaient un produit pour... ça conduisait à une dégénérescence du disque qui mimait un peu la dégénérescence discale chronique qu'on peut avoir chez quelqu'un qui est lombalgique chronique. Et ce qu'ils ont montré avec ça, c'est que le fait de faire courir les rats, donc de faire... Euh, mettre de la contrainte sur les structures, enfin sur les disques qu'ils avaient lésés, entraînait une prolifération cellulaire qui montrait que c'était le démarrage d'une réparation du disque. Donc ça, c'était une étude qui montrait aussi des preuves quant au fait d'utiliser l'activité et quant au fait d'utiliser la compression comme un moyen de recréer de l'adaptation sur les disques. Alors là, on était chez les rats, mais on a aussi d'autres études qui montrent que globalement, les sportifs ont des disques quand même beaucoup plus sains que les gens qui ne pratiquent pas d'activité physique. Donc, est-ce qu'on peut généraliser en disant que si vous avez mal au dos, c'est pas une raison suffisante pour ne pas aller courir? Euh, c'est certain, c'est certain. Alors, il y a deux choses aussi. Quelqu'un qui court et qui a mal au dos, sur la base de quand il court, il a pas mal, qui continue à courir. Toi, le truc, c'est si à un moment donné, ce que tu es en train de faire, c'est potentiellement nocif à ta condition, tu vas pas le savoir 2 jours après. Tu vas le savoir pendant que tu fais ton activité. Donc, si le fait d'aller courir fait que tu as moins mal au dos que quand tu cours pas, dans un épisode de lombalgie un petit peu aigu, là, récent, mais juste continue à courir. Mmh. Et ça, c'est pareil, il y avait une enquête qui avait été faite comme ça à la fin d'un semi-marathon. Et c'était des chercheurs qui avaient interrogé les coureurs sur leur perception de l'impact de leur sport sur le mal au dos. Et déjà, ce qui était rigolo, c'est qu'il y a un des coureurs sur deux qui disait qu'il avait déjà eu mal au dos. Hein, c'était 777 coureurs. 54% avaient eu des antécédents de mal au dos. Tu vois, on est exactement dans la prévalence annuelle.
En fait, ce qu'ils expliquaient, c'était assez rigolo, c'est que ceux qui avaient eu mal au dos, il y en a à peu près la moitié, c'était 49%, qui signalaient être améliorés quand ils allaient courir, alors qu'il y en avait que 27% qui signalaient que le fait d'aller courir aggravait leurs symptômes quand ils avaient mal. Mmh. Donc ça montre déjà que si t'as mal, si t'es coureur et que t'as mal au dos, bah vois ce que ça va pas faire l'entraînement du siècle, hein, mais va trottiner et si t'as pas mal en trottinant, continue à trottiner. Ça veut pas dire que tu soigneras tout en trottinant, mais il y a de bonnes raisons de penser que tu te feras certainement, assurément même, pas de mal et que ça pourra même t'aider à guérir, associé à d'autres, peut-être à d'autres thérapeutiques. Hein. Et alors si on a mal, après Ouais. avoir été courir, est-ce que c'est signe qu'il y a un problème Mhm. de foulée? Est-ce que ça vient d'ailleurs? Ça peut Mhm. être signe de quoi et Mhm. comment faire? Alors, encore une fois, on prend l'exemple, je suis coureur, je développe une radiculopathie, une grosse sciatique. Je me dis, allez, je vais quand même voir ce que ça donne en courant. C'est pire en courant, c'est pire après. Donc, ça veut dire dans le quart d'heure, la demi-heure qui suit, c'est pire. C'est pas une bonne idée de continuer, très clairement. Maintenant, j'ai une radiculopathie, je vais courir. Bon, j'ai presque moins mal dans ma jambe quand je cours, voire plus mal du tout. J'ai pas mal quand j'arrête. Je m'assois parce que je suis rentrée tard de la maison, je me fais un plateau télé, je me vautre dans le canapé, je m'assois, voire même je finis avec les pieds sur la table de salon en regardant un match de foot, un peu vautré. Et là, je me dis, oh là là, j'ai quand même vachement plus mal dans la jambe. Là, faut se poser la question. Est-ce que j'ai mal parce que je suis en train d'être vautré, que je suis en train d'irriter mon nerf sciatique dans cette position-là? Ou est-ce que j'ai mal parce que je suis allée courir et la course a été euh, pas forcément la meilleure des choses pour mon nerf sciatique? Et moi, j'ai coutume de dire à mes patients, si quand vous courez et que vous avez une sciatique, de la même façon, si vous faites du mal à votre nerf, il va pas vous le dire dans une heure. Il va vous le dire tout de suite aussi. Hein. Donc, bien faire attention de le mal après, j'ai mal après, ou j'ai mal au dos après avoir couru, voire j'avais pas mal au dos, je vais courir et j'ai mal au dos après. Qu'est-ce que je fais dans cet après? Et est-ce que finalement, être assis vautré en fin d'amplitude de flexion, c'est peut-être pas ça qui est en lien avec le fait d'avoir mal plutôt que le fait d'avoir été courir avant. Hein. Donc ça, alors ça veut pas dire que c'est tout l'inverse non plus, hein, mais ça veut dire que peut-être qu'il faut se, affiner un petit peu sa réflexion quant au fait de vraiment identifier qu'est-ce qui provoque la douleur. Est-ce que c'est courir ou est-ce que c'est d'être vautré? C'est simple, hein, il suffit le soir d'après juste se vautrer, pas aller courir et voir si ça fait la diff. Mmh. Ou courir et s'asseoir correctement et voir si ça fait la différence aussi. Hein. Donc ça, c'est aussi des petites choses qu'il faut ajuster. Et si vraiment t'es pire après, et t'es pire à chaque fois que t'as été courir, ça veut dire que il faut investiguer. Ça veut dire qu'il faut aller voir un professionnel de santé qui teste ton dos pour voir si effectivement il n'y a pas quelque chose, une condition qui aujourd'hui fait que quand tu cours, bah tu utilises de façon non adaptée ta colonne lombaire ou qu'il y a quelque chose au niveau de la colonne lombaire qui fait que quand tu cours, t'exacerbes un petit peu les symptômes et à ce moment-là, il faut régler ce problème-là et reprendre la course graduellement après. Mmh. C'est le principe de quand, tu mets ta main sur une plaque de cuisson, tu as mal tout de suite. C'est un peu ça. Tu Non, auras mais pas c'est un peu ça. Certainement. mmh. Je comprends l'idée, mais c'est intéressant ça de bien diagnostiquer et puis c'est un peu comme les effets de la nutrition aussi, c'est toujours difficile de dire: «Tiens, j'ai mangé ça et ça a été, bénéfique ou ça a été néfaste». Oui, mais qu'est-ce que tu as mangé, toute la semaine avant? Enfin voilà, C'est ça. il C'est souvent multifactoriel quand c'est même. ça, c'est pas toujours très simple aussi de Mmh. détecter, la cause, s'il y en a Mmh. qu'une seule. Mmh. Ouais, Heu certainement. et alors du coup, donc on sait maintenant que la course à pied est plutôt bénéfique, pour les lombalgies. Mmh. Malgré tout, j'imagine qu'il y a quand même quelques contre-indications, C'est sûr, pour certains profils. c'est sûr. Quels sont-ils? Alors en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, tu vois, dans la planète mal au dos, il faut trier les gens.
Et c'est sûr qu'il y a, dans ce triage-là, il y a des gens qu'on doit être en capacité de reconnaître comme étant des gens qui ne doivent pas courir, soit de façon ponctuelle, soit de façon peut-être prolongée. Très clairement, nous, quand on a quelqu'un qui arrive avec une lombalgie, une lomboradiculopathie, on sait identifier rapidement si cette personne est présente une pathologie grave. Dans les pathologies graves au niveau lombaire, on peut avoir des choses qui touchent même des personnes en bonne santé, hein, mais on peut trouver des pathologies de type métastasique, on peut trouver des pathologies inflammatoires, on peut trouver des pathologies infectieuses, on peut trouver en tout cas des pathologies qui font que normalement le patient, chez un kiné, il ne devrait pas arriver avec ça. Normalement, il y a un triage qui se fait avant. Pour autant, on commence à avoir un petit peu d'accès direct et moi, je suis une fervente défenseur de l'accès direct. Donc, ça veut dire qu'il faut être, nous, en capacité de montrer qu'on sait reconnaître les patients qui sont pas là pour nous. Donc, si c'est pas des patients qui sont au bon endroit pour nous, ils sont certainement pas au bon endroit pour courir non plus. Mm. Et puis après, il y a des patients pas graves, mais qui sont un petit peu plus complexes. Et c'est tout ce qu'on va appeler des radiculopathies qui sont mécaniquement non répondantes. C'est-à-dire qu'on voit bien que c'est des gens qui ont des sciatiques ou des cruralgies, qui sont influencés par le mouvement, mais on ne retrouve pas de façon typique des mouvements qui aggravent et des mouvements qui améliorent. Et c'est souvent des gens qui ont d'ailleurs très mal dans la jambe, ils ont plus mal dans le dos, ceux-là. Un petit peu comme si, pardon, au tout début de leur symptomatologie, ils avaient très très mal dans le dos puis un peu dans la jambe et à un moment donné ça a basculé. Ils ont eu quasiment plus mal au dos et là par contre la jambe est électrique au possible. Souvent c'est des situations où bah, là la course à pied, enfin de toute façon ces patients-là ils essayent même pas. Donc ce sera pas une excellente idée en tout cas de les encourager à essayer. Et puis, bah, on a aussi tout ce qui est pathologie un petit peu plus, un petit peu complexe, et notamment ce qu'on appelle les pathologies d'instabilité lombaire. Donc, c'est souvent des gens qui sont euh, aggravés par tout ce qui est contrainte répétée en flexion, mais ils sont aussi aggravés par tout ce qui est complainte répétée en extension. Et c'est des gens qui ont essentiellement besoin d'exercices de stabilité. Donc ceux-là, ils sont pas perdus pour la course à pied, loin de là, mais il va falloir d'abord adresser ce problème d'instabilité. Donc voilà, ça c'est aussi une des conditions qui n'est pas tout de suite compatible avec la pratique de la course à pied. Et puis bah chez le coureur vieillissant, parce qu'il y en a de plus en plus, et c'est quand même super chouette que plein de gens courent en vieillissant, puis même assez tardivement dans la vie. Et bah, il y a des conditions comme qui sont un petit peu l'apanage de la personne un petit peu plus âgée, ce qu'on appelle le canal lombaire étroit. C'est une condition qui fait que quand la personne est en charge, bah, la partie terminale de sa moelle épinière est plus bien vascularisée. Et c'est des gens qui vont avoir des symptômes dans les jambes, qui sont essentiellement mieux quand ils sont un peu penchés vers l'avant. Donc pour cela, courir la tête penchée en avant, ça va, ou le corps complètement penché en avant, ça va pas forcément être une bonne idée. Mais c'est des gens qu'il faudra vraiment encourager à continuer à faire une activité cardio. Et pour eux, par exemple, la marche nordique, pardon, sera extrêmement intéressante parce qu'ils auront ce mouvement un peu projeté vers l'avant avec les bâtons, qui pourra être une petite alternative. Alors ça ne deviendra pas des grands marcheurs, hein, mais au moins ils entretiendront leur capacité respiratoire, cardio et même leur capital musculaire. Donc ça, c'est vraiment les pathologies, j'allais dire, bah, chez qui on va pas insister, il faudra pas aller courir dans ces moments-là. Mm. Ah, c'est intéressant et je pense que là, on a déjà pas mal de clés et de mots d'op, mais si on devait peut-être donner une procédure, Mhm. quelques consignes à suivre, euh, étape par étape, Mhm. pour quelqu'un là qui aurait mal au dos, on résumerait ça en lui conseillant quoi? Euh, alors, c'est sûr que en première intention, je pense que ce que tu disais tout à l'heure, hein, de commencer par se rapprocher d'un professionnel de santé, c'est plutôt une bonne idée. De pas se jeter sur l'imagerie, ce serait plutôt une excellente idée aussi, parce que souvent l'imagerie, l'IRM, le scanner, la radio, ça nous dit pas grand-chose. Et je me permets de dire ça avec un peu d'autorité parce que souvent c'est le premier réflexe.
Je vais voir si j'ai quelque chose à l'imagerie. Et franchement, si tu cherches, tu trouves. Maintenant, est-ce que c'est en relation avec tes symptômes actuels? C'est-à-dire, est-ce que ces trouvailles sont pertinentes? Il y a un gap. Je te raconte une petite histoire. Il y a une étude d'Herzog qui était assez rigolote parce il a pris un patient et puis il l'a envoyé faire 10 IRM dans 10 centres d'imagerie différents. Donc, il a eu 10 résultats. Déjà, il a eu 10 conclusions différentes. Et ensuite, quand il a comparé ses conclusions, il y avait 49 trouvailles différentes sur 10 IRM. Il y en avait 16 qui étaient complètement uniques, c'est-à-dire que on ne retrouvait pas dans 2 IRM. Et il n'y en a aucune, sur les 49 trouvailles, il n'y en a aucune qui a été mentionnée par les 10 IRM. C'est incroyable ça. C'est incroyable quand même. Et le truc, c'est que chaque radiologue avait environ 12 erreurs. Tu vois, c'est un scandale. Entre eux. Donc c'est juste énorme. Ça veut juste dire que l'image, ça nous dit pas grand-chose, si ce n'est un truc extrêmement intéressant, quand c'est le cas, c'est que t'as rien de sinistre. Donc c'est intéressant quand même. Mais ça nous dit pas ce qu'il faut que tu fasses, ça nous dit pas exactement ce que tu as et ça nous dit pas quel est le meilleur des traitements ou qu'est-ce qu'il faut que tu arrêtes et qu'est-ce qu'il faut que tu reprennes. Et c'est en ça que des fois, rien que de passer une imagerie, ça peut être extrêmement nocebo. Parce que tu vois, j'en parlais hier avec les docs du pôle dans lequel je bosse. J'ai la chance de bosser avec des médecins du sport. Et là, il y a un cardiologue du sport qui nous rejoint, donc c'est juste génial. Dans le cabinet, on va avoir un cardiologue pour faire tout ce qui est écho cardiaque, test d'effort, etc. Donc c'est vraiment excitant aussi. Et en fait, je sais plus ce que je voulais dire à propos d'eux d'ailleurs. C'est pas grave. Sur les imageries. Sur les imageries, leur ouais. avis peut-être. Ouais, en fait, ouais, c'est ça qu'on entend. Parce que ça y est, j'ai retrouvé une fil de ma conversation. Et en fait, ce qu'on se disait, c'est que dans la grande majorité des cas, les gens sortent des centres d'imagerie, ils n'ont pas le résultat et ils ne voient personne. Donc ils rentrent chez eux, un quart d'heure, allez, plutôt 2-3 heures après ou le jour d'après, ils reçoivent leurs résultats. Sauf qu'il n'y a personne pour leur expliquer le résultat. Donc ils vont sur Google et puis ils trouvent des informations sur Google. Et de fait, l'imagerie devient extrêmement nocebo parce que ils vont commencer à se mettre des tas de choses en tête et avoir des tas de tentatives d'explication en tête, alors que finalement, ils ont juste la même image que 40 ou que 70% des gens dans leur même tranche d'âge, qui ont pas mal. En fait, l'imagerie, ça nous donne en principe ton âge, assez finement, et puis pas grand-chose de plus. En plus, tu passes ton imagerie, tu es en position allongée, tu bouges pas. Est-ce que ça veut dire que ton disque, en l'occurrence, ou tes vertèbres fonctionnent de la même façon ou sont articulées de la même façon quand tu te mets en mouvement et que tu es debout? Tu vois, c'est trop sorti d'un contexte. Et alors cette constatation est vraie pour tout type d'imagerie? Parce que pour remettre un peu de contexte, là, j'ai mal au poignet depuis longtemps et mon médecin m'a recommandé d'aller, justement faire une radio. Du coup, ça me donne pas vraiment envie d'aller la faire. Ça veut dire quoi en fait cette étude? C'est que pour tout type d'imagerie, c'est vrai ou c'est vrai que pour les lombalgies? Non, c'est un peu vrai pour tout. En fait, c'est pareil sur c'est pareil sur les genoux, c'est pareil sur les hanches, c'est pareil sur les pieds. Des manifestations à l'imagerie qui sont juste normales et qui sont présents chez la grande majorité des gens qui ont pas mal, c'est un peu valable sur toutes les articulations du corps. C'est 60% des gens de plus de 40 ans ont des lésions méniscales sans avoir mal. Maintenant, le jour, si tu sais pas que t'as ça, que t'as mal et qu'on te fait une imagerie, on va dire, bah, c'est normal, t'as mal parce que t'as une lésion méniscale. Sauf que 15 jours avant, t'avais pas mal et t'avais la même lésion. Donc le problème vient d'ailleurs. Donc le problème, il est souvent, alors en course à pied, c'est souvent en lien avec une mauvaise gestion de la charge.
Après, il peut y avoir d'autres facteurs, bien évidemment, hein. Faut pas tout réduire à une erreur d'entraînement ou une mauvaise gestion de la charge, mais c'est souvent en lien avec une utilisation abusive ou une compilation de choses un petit peu plurifactorielles qui fait qu'à ce moment-là, tu vas dépasser ta ligne de tolérance. C'est souvent quelque chose que je dis aux gens quand je les reçois pour une problématique de lombalgie, c'est euh, en fait, votre image, elle est ce qu'elle est. Elle me dit que vous avez 45 ans. Elle me dit que vous avez des petites rides à l'intérieur. Bon, ça n'a pas plus de valeur prédictive que celle que vous avez au coin des yeux ou les cheveux blancs que vous commencez à avoir. Et il y a grande chance qu'il y a 3 semaines, un mois et demi, quand vous aviez pas mal, vous aviez exactement la même imagerie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans ma prise en charge, moi, je peux pas vous ramener à un statut qui vous garantirait d'avoir une imagerie comme il y a 15 ans. Ça, je pourrais pas le faire. Par contre, je m'engage à tout mettre en œuvre pour que vous récupériez le statut que vous aviez il y a 3 mois, c'est-à-dire pas de douleur et exactement la même imagerie. Donc, on va chercher à remonter le temps pour être à il y a 3 mois. Puis finalement, vous aurez un usage absolument pertinent, efficace de votre dos, mais votre imagerie, elle aura toujours pas bougé. Mmh. Ça De veut toute pas dire, façon, c'est vraiment un conseil qui est à dire et à redire et à redire, de faire attention à tout ce qu'on peut trouver sur internet, c'est évident, c'est évident. heu, Non, non, c'est sûr. Et ça veut pas dire non plus qu'il faut être réducteur et dire que l'imagerie sert à rien. Quelqu'un qui a une énorme radiculopathie avec des troubles neuro, c'est important de faire une imagerie parce que ça va peut-être déterminer un geste chirurgical. Euh, une imagerie, c'est quand même extrêmement pertinent pour exclure une pathologie grave. Et si on a un doute, il faut la faire. Mais c'est peut-être pas ce qu'il faudra faire en première intention si j'ai mal au dos demain. La première intention, c'est de consulter quelqu'un dont c'est la spécialité. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, je vous accorde que les créneaux sont chers et qu'il y a des embouteillages à certains moments. Et puis, que à l'issue de cette consultation, on va peut-être, nous, en tant que kiné, avoir besoin d'une ou deux, 3 visites maximum pour essayer de comprendre le, le, le fonctionnement et la vérité du patient. Tu sais, moi, j'aime bien donner cette image du mastermind. En fait, le mastermind, je sais pas si tu as joué à ça quand tu étais petit, mais oh que tu si! as des pions de couleur et puis tu en as un qui a fait une combinaison qui est cachée, puis celui en face, il a tous les pions de couleur, puis il faut qu'il retrouve la combinaison. Et nous, en tant que kiné, on va essayer des combinaisons. Et je pense que je vais me laisser 3 coups pour m'approcher de la combinaison du patient. Alors, ce qui est un peu tricky, c'est que des fois, le patient, il change sa combinaison. Des fois, il faut s'adapter. Mais grosso modo, je dois pouvoir savoir assez rapidement si je peux aider mon patient, et mon patient doit me mettre cette pression-là, de lui dire assez rapidement si je peux l'aider et quel est le pronostic ou en tout cas quel est le délai de récupération et de soins et de reprise des activités, etc. Donc on doit être en capacité, quand on est professionnel de santé, de savoir reconnaître les patients pour qui ça va aller vite, très vite, très vite, j'allais dire. Pour qui le pronostic est un petit peu compromis, mais en boostant un peu l'histoire naturelle, on va quand même arriver assez rapidement, dans un délai raisonnable, à une reprise d'activité. Et puis savoir reconnaître ceux pour qui, bah ouais, ça va être long, mais on va s'engager et puis on va vous aider, vous accompagner dans ce processus qui va être long. Et très clairement, bah, dans les deux cas, euh, il y a des gens qui pourront ne pas avoir besoin d'arrêter de courir, ou certains qui pourront avoir besoin d'arrêter de courir sur 2, 3 jours ou 1, 2 semaines maximum, et qui pourront reprendre extrêmement, extrêmement rapidement. Et ben, c'est plutôt encourageant ça pour, toutes les personnes qui souffrent de douleurs, au niveau du dos et qui ne veulent pas arrêter, la course à pied, hein. Enfin, on a quand même dressé un beau schéma de Mm. tout ce qu'on peut faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, tous les mythes, qui sont à casser et à ne plus croire ou à du moins, mettre en perspective, Mm. de les mesurer, de ne pas tout croire
forcément bêtement. Mhm. Et est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter à notre échange? Ouais, il y a deux petites choses si tu m'autorises. La Je t'en prie. première, c'est juste le partage d'une expérience et c'était une belle histoire. En fait, ce qu'on peut aussi, moi, ce que je propose souvent aux patients, c'est de faire des exercices avant d'aller courir. Ils vont courir, ils refont leur exercice après. Un petit peu, tu sais, comme pour utiliser, mettre un peu de crédit dans leur dos via l'exercice. Ils vont courir, peut-être qu'ils vont remettre un peu de débit en courant, et puis hop, juste après avoir couru, pardon, ils remettent un peu de crédit. Donc l'utilisation de l'exercice comme ça peut être sympa. Et je me souviens, mon premier UTMB, c'était en 2015. Et cette année-là, j'avais été blessée et tout, donc j'étais vraiment pas sûre de pouvoir le faire. Et puis, bah, on avait fait le tour du Mont Blanc en famille juste avant, 15 jours avant, ça s'était bien passé. Donc j'ai dit à mon mari, bah, écoute, je prends le départ. Et puis, bon, il y a des chances qu'à Courmayeur, je bâche, mais écoute, je prends le départ, puis on verra bien. Puis en fait, à Courmayeur, je suis bien, donc je continue. Puis je finis ça, je le vis bien, tranquille. Je fais pas de perf, mais ça s'est bien passé. Et donc j'étais très attentive à ce qui se passait autour de moi et tout. Et pendant cette UTMB, j'arrive au Chapieux, donc c'est quand même le Chapieux, c'est un gros premier ravitaillement, enfin ravitaillement de nuit hein, pour moi, enfin pour tout le monde d'ailleurs, un peu conséquent. Et donc je passe sur le ravitaillement et je sors de la tente et là je vois un gars allongé sur le ventre qui est en train de faire ce qu'on appelle des fausses pompes, c'est des extensions procubitus, c'est des exercices où tu fais un peu le cobra, tu vois. Ouais, je vois. Et L'Otari. pardon. L'Otari. Ouais, c'est ça, ouais, on peut dire Mm. ça comme ça. Et donc, je vois un gars qui fait ça, et ça, c'est un exercice qu'on fait assez souvent faire quand on évalue les gens en Mackenzie. Et je me rapproche de lui, je dis, tiens, c'est drôle qu'il fasse des extensions et tout, et je discute un peu avec lui, c'était un Danois, et il me dit, mais c'est ma seule solution pour que je suis susceptible de terminer. Donc, tous les 15 kilomètres, je m'allonge sur le ventre et je fais mes exercices. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai trouvé ça génial parce que ça, en fait, il avait son médicament. Donc là, il savait qu'il allait faire un truc un peu hors norme. Donc, il prenait une posologie un peu hors norme de son médicament. Et mon seul regret, c'est qu'il était allongé sur le ventre et c'est que j'ai pas vu son dossard. Donc, je sais pas s'il a fini. Donc, Ah. ça, c'est ma frustration dans la belle histoire. Mm. Et puis, l'autre chose aussi dont je voulais te parler, c'est que finalement, et pourquoi la course à pied serait-elle pas même une méthode ou une modalité de traitement? Et en fait, il y a plein de situations où moi, je me suis retrouvée à traiter des lombalgies, traiter des lombalgies chroniques. Ça allait bien, ils recommençaient à prendre un petit peu d'activité, etc. Et à un moment donné, je leur dis, ça vous dirait pas de courir? Et là, la personne dit, non mais attends, elle me parle d'un truc que jamais je me serais autorisée même à penser. Et finalement, je suis pas en train de leur dire, ça vous dirait pas de prendre le départ de l'UTMB. Je suis en train de leur dire, ça vous dirait pas de trottiner. Et là, le fait de trottiner peut être un excellent vecteur de meilleure santé de leurs disques et de leur colonne vertébrale sur le long terme. Donc, ça peut être aussi une modalité intéressante de, d'optimisation et puis de prévention, hein. Et dans tout ce qui est pathologie chronique, il y a aussi l'effet cardio qui est extrêmement intéressant. Et on sait qu'aujourd'hui, le cardio, c'est un peu, ça permet de désensibiliser, ça permet de lutter contre la douleur dans ces conditions chroniques qui sont extrêmement, a fortiori, multifactorielles. Et puis, on pourrait imaginer que quelque part, c'est mettre un peu d'engrais sur, sur la récupération, sur le fait d'aller mieux, sur son protocole de soins. Et c'est un engrais qui coûte pas cher, quoi. Donc ça peut être un extrêmement bon vecteur aussi en termes de thérapeutique. On ne le répétera peut-être jamais assez sur le podcast, comme quoi la course à pied, le trail, l'activité physique, même en général, est très bonne pour la santé, plutôt que de la sédentarité. Je pense que c'est un message qui revient Ouais. extrêmement souvent et qu'il faut véhiculer et encore véhiculer et surtout de casser ces croyances qu'on va faire plus de mal que de bien. Alors, avec parcimonie, avec mesure, avec progression, Oui, évidemment, bien mais sûr.
Mais bon, c'est quand Et puis tu sais, même il y a beaucoup. tous les conseils aussi d'encourager une biomécanique efficace, d'encourager une biomécanique protectrice. Bien évidemment, quand tu vas redémarrer, quand tu vas faire démarrer quelqu'un en course à pied qui était lombalgique, bah l'idée ce sera de l'encourager à faire des petits pas, de lui permettre de sentir le sol pour qu'il ait des bons comportements de modération de force d'impact, de l'encourager dans un démarrage hyper protecteur, etc. Ça, c'est un petit peu déjà tout ce dont on a eu l'occasion de parler. Mais c'est certain qu'à un moment donné, il faudra juste lui laisser la possibilité de prendre un peu de plaisir aussi. Exactement. C'est le cœur de tout ça, le plaisir, s'il y en a pas, si on prend pas de plaisir, ça va être compliqué et s'il va falloir trouver une autre méthode pour quand même, avoir cette activité-là, parce que on n'est pas obligé d'aimer la course à pied. Non, c'est sûr, c'est Il y en sûr. a il Mais y il y en a a d'autres vraiment des quelque sports. chose de, j'allais dire, de valorisant. Tu sais, la personne qui a galéré pendant plusieurs années avec des lombalgiques, qui s'est déconditionnée, qui s'est vue presque interdire tout, qui s'est laissé convaincre que voilà, que c'était foutu pour lui, un grand nombre d'activités, etc. Euh, Moi, j'ai vu des patients me renvoyer une réelle image de fierté et puis de dire waouh, j'y suis quoi. Et il courait à 6 km/h pendant 5 minutes. Mais quand tu t'es sorti ça de la tête et que sorti ça du champ des possibles, ça peut être super valorisant. Puis après, bah, à nous d'être les vecteurs de cette valorisation aussi. Mais ouais, j'ai vraiment des belles histoires de patients qui se sont mis à la course en partant de rien du tout et en partant de situations de grande, j'allais presque dire désarroi, mais ça c'est pas le bon mot, en tout cas de, de, de- d'insécurité et puis de frustration dans leur vie finalement, où là c'était hop, on leur remettait le pied à un truc et puis derrière ils devenaient vraiment acteurs et ils avaient une vraie satisfaction à prendre plaisir et à partager un truc qu'ils s'autorisaient même plus. Et bah, si vous aussi, auditeurs, vous connaissez quelqu'un qui est dans cette situation, qui a des douleurs, au niveau du dos, depuis des années, et bah, n'hésitez pas à lui partager, cet épisode ou à lui refaire les quelques recommandations dont on a parlé durant notre échange. Merci beaucoup Florence, Mais merci à toi. avec grand plaisir et puis à bientôt pour un prochain épisode. Ouais, avec plaisir. Allez, bah, salut! Merci, au revoir, merci à tous. Cet épisode est maintenant terminé, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et si vous êtes encore là, c'est sûrement qu'il vous a plu, alors n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, c'est la meilleure façon de faire connaître le podcast L'Instinct Outdoor. Parlez-en, partagez les épisodes, merci beaucoup pour votre fidélité et à très bientôt dans un prochain épisode.